Bonjour à tous, bon lundi. Alors, moi je vais vous parler un petit peu d'un certain des océans également, et tout spécialement évidemment des plastiques dans les océans. Et comme Sylvie, je me balade avec mon boîtier, comme Sylvie, on va commencer par un petit questionnaire pour voir un peu ce que vous connaissez justement de la pollution des océans. Est-ce que vous êtes prêts? Même système, 1, 2, ce n'est jamais que des questions vraies ou faux. Alors, on va tester. Première question. Les plastiques sont considérés comme des polluants. Petit 1, vrai. Petit 2, faux. Votre avis sur la question. Et c'est parti pour vos réponses. Ah, ça vous inspire apparemment. N'hésitez pas à lever le boîtier. Encore 6, 5. Ah, certains restent indécis. Les derniers, votez. On ne va pas y passer 3 heures. Est-ce que tous les boîtiers fonctionnent? Ok, bah écoute. Alors, je vais. Alors, les plastiques sont considérés comme des polluants. La plupart d'entre vous pensent que c'est vrai. 11% quand même pensent que c'est faux. La réponse, évidemment, les plastiques sont des polluants. Donc, un polluant est, par exemple, dans le cas présent, un déchet plastique, donc d'origine humaine, qui peut avoir des effets néfastes, que ce soit sur l'homme ou sur l'environnement. Donc, le plastique ou les déchets plastiques sont bien des polluants. Question suivante. Les déchets plastiques se retrouvent surtout le long des routes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Top chrono. Et les deux derniers, c'est toujours les deux mêmes en fait, je parie. Oui, il y en a deux qui n'ont pas de chic. Alors on clôture. Certains pensent que c'est vrai, mais effectivement, ce n'est pas le long des routes que les plastiques vont s'accumuler, comme nous allons le voir juste après. Le réceptacle final de toutes les pollutions d'origine terrestre sont les mers et les océans. Même si certaines routes sont dans un état déplorable. Alors, s'il vous plaît, ne jetez pas vos crasses par la fenêtre. C'est vraiment une horreur à certains endroits. Alors, question numéro 3. Les grands fonds océaniques sont heureusement épargnés par les déchets plastiques. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Top chrono. Un petit peu plus rapide. On se réveille. Les derniers, on vote. Ça a l'air de... Ça a l'air de stagner. Donc, eh bien, certains pensent que c'est vrai, donc que c'est faux, et les grands fonds océaniques ne sont malheureusement pas épargnés par les déchets plastiques, comme nous allons le voir. Question suivante, on se reconcentre. Les plastiques sont des polymères, souvent synthétisés à partir de pétrole. On ne triche pas là, j'entends qu'il y a des réponses qui sont soufflées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On vote.
Le dernier? Bon, bah, apparemment, ça stagne à chaque fois à 81. Alors, 90% pensent que c'est vrai, et c'est évidemment la bonne réponse, puisque beaucoup de plastiques sont synthétisés à partir de pétrole, en tout cas d'hydrocarbures, mais pas tous. Question suivante. La production de plastique dans le monde dépasse les 200 millions de tonnes par an. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Top chrono. Si vous n'attendez pas le top chrono, votre réponse n'est pas enregistrée. Donc n'hésitez pas à réappuyer sur 1 ou sur 2. 10 fois de suite, ça ne sert à rien non plus. Ah. Le dernier, 81, 82, c'est chaque fois le nombre. Alors 85% d'entre vous pensent que c'est vrai et c'est la bonne réponse puisqu'on a dépassé les 330 millions de tonnes de production de plastique mondiale. Question numéro 6. Est-ce que tous les plastiques sont les mêmes d'un point de vue chimique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Top chrono. Les derniers? 82, 81. Oh, on est monté à 83 cette fois-ci. Eh bien, 81% d'entre vous ont raison, puisque tous les plastiques n'ont pas la même structure, et on va le voir après dans l'exposé. On se reconcentre pour la 7e question. Certains plastiques présents aujourd'hui dans les océans seront encore là dans 500 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Top chrono. À 87. Et 88% d'entre vous ont bien sûr raison, puisque certains plastiques ne se dégradent pas et seront probablement, plus que probablement encore là dans 500 ans. Alors, question numéro 8. L'acide lactique, celui qui vous fait mal quand vous avez fait du sport. Enfin, vous êtes jeune, mais moi, c'est particulièrement flagrant. Quand je fais du sport, je produis de l'acide lactique. Mais l'acide lactique peut également être utilisé pour produire du plastique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Top chrono. À 87, on arrive au bout. Il y a toujours les deux derniers là qui traînent en chemin. Donc, vous avez raison, on peut produire du plastique à partir d'acide lactique de synthèse. Question numéro 9. Les gyres océaniques, ce sont des zones d'accumulation de déchets plastiques dans les océans. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attention, top chrono. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une gyre, c'est comme un vortex, comme quand vous retirez le bouchon de votre baignoire. Les derniers, ça a l'air d'être bon. Eh bien oui, il y a des zones d'accumulation des plastiques dans les océans, surtout au niveau des gyres. On verra ça plus en détail. Vous avez raison. Alors les oiseaux marins, est-ce que les oiseaux marins peuvent avaler du plastique?
que, à votre avis, cette affirmation est vraie ou fausse? Top chrono. Alors, je ne sais plus combien j'ai fait de questions, mais... Oui. Alors, les oiseaux marins, vous en pensez quoi? Vrai, faux? Les derniers, on vote? Ou on valide la réponse? Il en manque une dizaine. Je vais valider. Et oui, malheureusement, les oiseaux sont en première ligne de mire par rapport justement à la gestion des déchets plastiques. Donc ça, c'est bon. Vous êtes imbattables. Alors, la baleine à bosse, vous avez tous une vague idée de ce qu'est une baleine à bosse. Certaines peuvent tout à fait dépasser les 30 tonnes. Est-ce que vous pensez qu'une baleine à bosse peut courir un risque par rapport à des déchets plastiques? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vos chronos. Je ne sais plus combien de questions j'avais fait. Non, parce que j'en avais fait plus au cas où on pouvait choisir, mais... Allez, les derniers, on valide. Je vous avoue que je ne sais plus combien de questions j'avais envoyées, si elles avaient été toutes reprises, en fait. Non. Faux. 68% d'entre vous pensent qu'une baleine... Enfin, 60... La réponse, je vais m'exprimer autrement. Une baleine à bosse, évidemment, court de gros risques face aux déchets plastiques. Nous allons voir juste après. Donc l'affirmation était fausse. Et qu'en est-il des phoques? Est-ce que les phoques peuvent se coincer dans les pneus usagés de voitures? Vrai ou faux? Top chrono. Allez, les derniers, on valide. Ça bloque. Les derniers, je suis à 79 là sur 87. Voilà. Bon, je vais valider. Et malheureusement, c'est vrai, comme nous allons le voir également, les pneus usagés se retrouvent dans les océans et peuvent fortement embêter certains animaux. Alors, le plastique, quelle odeur a-t-il? Est-ce que le plastique peut sentir le poisson ou le crustacé et donc avoir la même odeur que certaines proies? Pensez-vous que c'est vrai ou faux? À vos top chrono. Mais que sent donc le plastique? Les derniers, on valide? Allez, allez. Qui n'a pas encore validé sa réponse? Bon, on considère que c'est bon parce que ça bloque là. Et 70% d'entre vous pensent que c'est vrai, que le plastique peut avoir la même odeur que les proies, et ils ont raison. Alors, qu'est-ce qu'un microplastique? Ce sont des plastiques dont la taille est supérieure à 5 mm. Vrai ou faux? Top chrono.
C'est toujours sur la fin, en fait, qu'il y a... Mais oui, oui. Ah, 83, là, on vient de battre un record. Et c'est faux, puisque les microplastiques sont des plastiques dont la taille est inférieure à 5 mm. Vous êtes imbattable. Donc, nous allons passer... J'appuie... Hop, ça marche et ça marche. Donc, les plastiques dans les océans, c'est tout un programme. Et pour commencer notre visite des océans et faire ensemble un petit état des lieux, je vous propose, si ça fonctionne évidemment, de commencer par une petite visite de Bali. Je ne sais pas si vous connaissez Bali, mais c'est un nom qui sonne un peu comme un paradis sur Terre, très prisé pour les lunes de miel et très prisé également par les plongeurs. Et c'est justement un plongeur, ça marche, ça n'est pas toujours, c'est justement un plongeur qui a filmé ceci au large de Bali, à 20 km. Et vous voyez que ce plongeur est au milieu vraiment d'une poubelle, alors que c'est un site qui est normalement extrêmement préservé, où viennent justement plonger, enfin où viennent nager les raimentas. Et donc les raimentas sont des poissons élasmobranches qu'on va voir juste après, qui sont magnifiques en plongée. Et il a bien du mal à trouver sa raimanta, puisqu'il ne trouve finalement que des déchets, principalement des déchets plastiques. Alors de temps en temps, un petit poisson tropical, mais il faut vraiment le chercher. Et donc, je pense qu'il est revenu assez déprimé, comme vous pouvez voir, de sa plongée. Donc cette petite vidéo a fait le tour du globe. J'essaye de revenir à mon PowerPoint. Voilà. A fait le tour du globe. Et lorsque l'on se balade dans d'autres sites, oui. Voilà. Hop. Et lorsqu'on se balade dans d'autres sites que Bali, on voit que la problématique est devenue une problématique mondiale, que ce soit en Allemagne, au Brésil, en Égypte, au Mexique, en Norvège, où que vous vous baladiez. Il n'y a plus un seul site sur Terre qui soit exempt de ces déchets plastiques. Alors, d'où vient le problème? Mais la première chose, c'est en faire un petit peu d'histoire, parce qu'il faut remonter en 1907, donc début du XXe siècle. Et là, petit cocorico, parce que c'est un chimiste belge, monsieur Léo Baekeland, qui a été le premier à synthétiser un polymère de plastique qu'on appelait la bakélite. Vous aviez déjà entendu parler de la bakélite? Alors la bakélite a servi à faire des objets tels que celui que vous voyez là, qui est une petite radio. Et ça revient d'ailleurs à la mode, hein, ces petits objets. Et depuis 1907, en fait, il y a eu une production qui est devenue industrielle. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un souci d'essor économique et l'industrialisation du plastique a commencé. Donc le plastique de manière industrielle n'est présent que depuis environ 60 ans à la grosse louche. Donc c'est très très peu à l'échelle évidemment du globe. Mais malgré le fait qu'ils ne soient là que depuis 60 ans, ils ont envahi l'entièreté de notre quotidien. Donc on ne synthétise pas les plastiques pour du plaisir, on en a besoin. Donc que ce soit tout spécialement pour les emballages, emballages alimentaires, ils empêchent par exemple la dégradation des aliments, mais les jouets, les produits cosmétiques, les vêtements, les voitures, tout ce qui est multimédia. Donc notre utilisation du plastique est devenue incroyable en fait. Et pour vous montrer ça en quelques chiffres, sur ce graphique, vous voyez les années entre 1950 et une projection sur 2050. Et vous voyez que la production de plastique au niveau mondial, elle est actuellement d'environ 330 millions de tonnes, mais que si l'on s'en réfère au modèle mathématique, elle va faire qu'augmenter puisqu'on va dépasser le millier de tonnes très prochainement. Donc le milliard de tonnes, pardon, très prochainement, c'est une augmentation qui est exponentielle si on ne fait rien. Alors les principaux producteurs sont la Chine, mais l'Amérique du Nord, l'Europe et les autres pays asiatiques ne sont pas en reste. Alors tous les plastiques ne sont pas les mêmes. Il y a énormément de sortes de plastiques. Les plus connus sont les polyéthylènes, les polypropylènes et les polyvinylchlorés qui interviennent par exemple dans
dans la synthèse des bouteilles, des fardes, de tout ce qui est plastique dans votre quotidien. Et le plastique, qu'est-ce que c'est? Ben, les plastiques, ce sont des macromolécules de monomères, ce sont des polymères. Donc vous avez probablement déjà vu ça en chimie. Et ces monomères sont simplement polymérisés pour former une longue chaîne, un long spaghetti, comme les spaghettis bolognaises. Et ces spaghettis bolognaises sont tous emmêlés et ça forme justement la solidité de la matrice. Donc les plastiques ont été conçus pour être solides et c'est bien ça qu'aujourd'hui on leur reproche. Alors quelles sont les sources de plastique? Eh bien il y a les matières premières, par exemple le pétrole brut, mais aujourd'hui on fabrique également du plastique avec certaines matières premières renouvelables telles que le colza, l'amidon ou même l'acide lactique. Alors, comment les plastiques terminent-ils dans les océans? Ils terminent dans les océans de différentes manières. Simplement parce que d'abord, il y a des déchets via les rivières et les eaux usées. Une très très faible proportion des eaux passent par des stations d'épuration au niveau mondial. Il y a des filets de pêche, il y a tout ce qui est industrie offshore. Alors, le résultat, et ça vous pouvez le voir également, je vous propose après de passer et on peut discuter via le tableau. Le résultat, c'est que comme la mer est le réceptacle final de l'ensemble des pollutions, la plupart des plastiques que vous allez jeter en mer vont se retrouver plutôt en bas du graphique. Nous allons voir ça après. Le bas du graphique, vous voyez qu'il y a une petite ligne rouge représentée au tableau. La ligne rouge, c'est quoi? C'est 80 ans. C'est l'espérance de vie d'un être humain en pays occidentalisé, chez nous. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins. Et que se passe-t-il au bout de 80 ans? Vous allez, en tout cas nous allons mourir. D'ici une centaine d'années, je pense, sans pouvoir me tromper, affirmer que l'ensemble des personnes présentes dans cette pièce, à peu de choses près, seront tous morts. Nous serons morts, mais nos déchets, pas. Alors, le graphique est en anglais, mais je vais quand même vous passer le message principal. Si vous preniez, par exemple, la première ligne, c'est du tissu, papier toilette, mouchoir en papier, il va mettre environ 2 à 4 semaines à se dégrader. Donc ça reste tout à fait raisonnable. La ligne numéro 2, le papier journaux, environ 6 semaines. Si vous prenez maintenant une chaussette en laine, la chaussette en laine, moins bon, entre 1 et 5 ans de dégradation. Ça se complique encore si vous prenez un sac plastique tel que vous voyez ici. Sac plastique, en fonction du sac, il va parfois mettre jusqu'à 20 ans à se dégrader. Et puis tout ce qui est en dessous de la petite barre rouge, là, c'est vraiment pas bon. Puisque si vous prenez une canette en aluminium, celle avec laquelle vous allez boire votre soda, elle va mettre plus de 200 ans à se dégrader. Certains flacons en plastique ou des bouteilles, plus de 500 ans. Et la dernière ligne, c'est les filets de pêche. Je ne sais pas où je l'ai passé, mon filet de pêche. Les filets de pêche qu'on en retrouve pas mal dans les océans, abandonnés à l'abandon parce qu'ils ont perdu leur propriétaire, comme ceci. Ceci sera encore là probablement dans 500 ans. Donc, notre espérance de vie est assez limitée, mais nos déchets le sont beaucoup moins. Ça, c'est le message que vous devez garder. Et est-ce qu'on a peut-être envie de passer autre chose à notre descendance que nos déchets plastiques? Ça, c'est évidemment la question que je vais vous poser. Alors, à quoi ressemblent ces déchets plastiques? Vous avez ici quelques exemples de plastiques qui ont été retrouvés dans l'océan Pacifique. Donc, parfois très anciens, qui datent de 20, 30, 40 ans. Donc, essentiellement des déchets visibles comme ceci. Donc, des jouets, des flacons, des briquets, ça c'est pas mal, des briquets, des filets de pêche. Donc, on retrouve énormément de choses. Mais on retrouve également ce qu'on appelle des microplastiques. Alors, les microplastiques, c'est quoi? Ce sont des plastiques, mais de petite taille. Donc, la taille de ces particules est inférieure à 5 mm. À quoi ça sert, un microplastique? Ça dépend lesquels. Certains microplastiques sont utilisés en milieu industriel parce que c'est avec eux, en les fondant, qu'on va simplement créer les objets de notre quotidien. Ce sont des matières premières. Mais on les retrouve également dans les cosmétiques.
votre dentifrice, celui qui va vous permettre d'avoir un beau sourire bien blanc, contient des billes de microplastique. Le soin gommant, j'ai déjà fait le test avec les étudiants, si vous achetez un tube de soin gommant et que vous le filtrez, donc vous le passez sur un tamis, vous allez voir que pour certains soins gommants, il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe de petites billes de microplastique. Alors les microplastiques sont vraiment utilisés de manière extrêmement fréquente. Alors, d'autres types de microplastiques proviennent de la dégradation des objets. Alors là, dans la dégradation, on s'entend. Exemple, vous jetez, enfin j'espère que vous ne le faites pas, mais vous jetez un sac plastique, que se passe-t-il? Le sac plastique va se retrouver en mer. Il va flotter un certain temps, ou il va couler, cela dépend un peu de la matière. Il va donc sédimenter, se retrouver sur le fond. Il peut il peut être recouvert de petits organismes qui vont se fixer, des petits organismes sessiles. C'est ce qu'on appelle du biofouling, qui peuvent également accentuer la sédimentation. Et par l'action mécanique des courants, par exemple, des différences de température, etc., il peut se dégrader. Et c'est cette dégradation des plastiques qui peuvent donner les microplastiques secondaires. Alors, que ce soit microplastique ou macroplastique, il y a impact sur la faune sauvage. On va les retrouver non seulement chez les oiseaux, chez les tortues, chez les mammifères marins, mais également chez des organismes de plus petite taille. Alors, les microplastiques secondaires, vous avez ici quelques exemples de photos. Donc, ils sont sur un tamis, parce que ce n'est pas facile à voir à l'œil nu. Certains sont de l'ordre de la centaine de microns. Donc, ces petits microplastiques secondaires peuvent être obtenus par des effets mécaniques, par l'influence également de la lumière, température élevée, salinité et action des vagues. Alors ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne posent pas de problème. En fonction des chiffres, et ils sont extrêmement variables, on considère qu'il y a entre 12 et 100 millions de tonnes, franchement j'ai tout vu, et je suis beaucoup plus pessimiste, de déchets plastiques dans les océans. Ici, vous avez quelques exemples, encore une fois, de sites, par exemple l'embouchure d'un fleuve au Brésil. Il peut y avoir des sites même assez éloignés, très propres, comme en Tromsø en Norvège, où on peut également retrouver des accumulations de plastique dans certaines zones qui sont des zones de rencontre de différents courants marins. Exemple. Ici, vous avez une photo qui a été prise au milieu du Pacifique. Elle a été prise en fait dans une zone qui a été traversée en 1997 par un navigateur, monsieur Charles Moore, qui lui revenait d'une compétition. Il revenait d'une compétition et il retraversait dans l'autre sens, en fait, entre Hawaï et Los Angeles. Et pendant une semaine, sur son voilier, il a traversé une mer de débris. Et alors, une semaine, c'est long. Ça veut dire aussi que la plaque de déchets est immense. Il a donc été le premier à traverser en fait ce qu'on appelle le 7e continent. Enfin, peut-être pas le premier à le traverser, mais le premier à le décrire et à inquiéter et à marquer son inquiétude. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous avez ici une carte avec justement les courants océaniques, ce qu'on appelle la gyre du Pacifique Nord. Il y a vraiment différents types de courants qui provoquent une accumulation en leur centre de déchets plastiques. Alors Sylvie vous disait 6 fois la taille de la France, eh bien certains disent 2, 4, 5, 6, tout ça pour dire que c'est énorme. C'est énorme et ça ne fait que s'accentuer parce qu'il n'y a pas qu'une seule zone d'accumulation de déchets, il y en a à beaucoup d'autres endroits. Celle-ci est la première. On considère que 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées annuellement en mer. Donc c'est vraiment un problème qui devient catastrophique, qui est catastrophique. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique ? Non seulement c'est moche, quand vous êtes en vacances et que vous êtes sur une plage, la dernière chose dont vous avez envie, c'est de voir avec vos pieds, ce qui arrive de plus en plus souvent, rejeter des déchets plastiques, mais c'est vraiment toxique. Alors ici, quelques exemples. On parlait souvent des tortues qui confondent les plastiques avec les méduses. Malheureusement, c'est devenu beaucoup plus large que ça. C'est une menace qui est devenue vraiment sérieuse pour la vie marine
et également pour l'homme, puisque l'homme est situé également, comme d'autres animaux, au sommet de la chaîne alimentaire. Un exemple que j'aime bien citer, vous avez ici un albatros, donc très bel oiseau, l'albatros, hein, l'albatros de Lézan, et vous avez en dessous des plastiques. Tous ces plastiques que vous voyez sur la photo ont tous été repris dans son estomac. Donc on a retrouvé l'oiseau mort, on a fait une autopsie, et en fait, les scientifiques se sont amusés à ressortir l'ensemble des morceaux plastiques. Il n'y avait que du plastique dans l'estomac. Alors ça donne quoi? Ça donne ceci. Là, vous avez un poussin d'albatros. Le poussin ne se nourrit pas par lui-même. Ça veut dire que ce sont ses parents qui se relaient pour venir lui rapporter à manger. Comment font-ils? Les parents, normalement, attrapent des poissons et viennent régurgiter leur contenu. Sauf que là, apparemment, il n'a été nourri qu'avec des déchets plastiques. Alors vous allez me dire, cet albatros est bien bête, comment peut-on confondre des proies avec un bouchon ou un briquet? Les bouchons, les briquets, ça a beaucoup de succès apparemment. Mais les albatros ne sont pas bêtes, les oiseaux ne sont pas bêtes, mais il semblerait, et les études et la recherche est toujours en cours, donc il y a des nouvelles études scientifiques qui sortent chaque semaine, mais il semblerait que les plastiques acquièrent l'odeur de la mer, acquièrent l'odeur des proies, et donc les oiseaux utilisent leur odorat, sont même extrêmement sensibles à ça, et vont justement être attirés par ces objets qui flottent, peut-être plus faciles aussi à attraper, vont les prendre et vont nourrir leurs poussins avec. Et évidemment, quand on nourrit un poussin avec des bouchons plastiques, ça n'aide pas. Alors, il n'y a pas que les oiseaux, mais les mammifères marins sont aussi en première ligne de mire. Vous avez ici quelques exemples de mammifères marins, notamment une baleine à bosse. Vous voyez que cette baleine à bosse est complètement emmêlée dans un filet de pêche qui est également un polymère plastique. Et donc, si elle est emmêlée dans ce filet plastique, elle ne sait plus plonger, elle ne sait plus se déplacer, et ça va mal finir. Vous avez là un phoque qui est coincé. Là, les scientifiques essayent, le bâton, vous voyez là, c'est parce qu'ils ont essayé d'immobiliser le phoque pour essayer de le sauver, mais ça s'est mal fini aussi, cette affaire. Mais le phoque est complètement coincé, il a sa tête coincée dans un pneu. Et ça, c'est également problématique parce que les phoques ont besoin de plonger pour aller chercher leur proie. Et avoir un pneu autour de la tête, ça n'aide pas. Alors vous avez là ici un autre petit phoque coincé également dans des attaches de filets de pêche. Vous voyez là au niveau juste derrière la pectorale. Et là, on voit vraiment qu'il a continué à grandir autour du plastique qui, lui, ne grandit pas. Et donc, on se retrouve avec des lésions, avec le plastique qui vraiment creuse dans les chairs. Et ça peut évidemment provoquer des infections assez graves. Donc, alors, un autre exemple, ici, vous avez des exemples de tortues vertes. Alors, c'est une étude qui est assez récente, où ils ont étudié, en fait, un site qui est l'embouchure de Rio del Plata en Argentine et qui est une zone d'accumulation des déchets plastiques. Et ils ont voulu savoir si les tortues qui revenaient là régulièrement pouvaient être justement impactées par ces plastiques. Et elles le sont. Vous avez ici, sur votre gauche, en fait, l'entièreté du contenu stomacal. Donc que des déchets plastiques. Et avec pour conséquence une perte de poids en fait. Les tortues qui ne se nourrissent pas correctement vont finir par perdre du poids, s'amaigrir et mourir. Encore une autre image que je trouve particulièrement atroce. Donc vous avez là une tortue qui s'est coincée dans un genre de bague en plastique lorsqu'elle était beaucoup plus petite et qui a continué à grandir autour de ce plastique. Je vous rassure, elle va bien, elle a été recueillie dans un centre de revalidation, mais elle est restée complètement déformée et toutes ses viscères, évidemment, sont complètement, sont très mal foutues à l'intérieur de tout ça. Donc, un petit bout de plastique peut avoir un impact considérable sur la vie d'un organisme marin. Alors, un peu de gore. Ce que vous avez là à votre gauche, c'est un cachalot. Donc, les cachalots, ce sont des
On les classe dans les baleines, mais ce sont des odontocètes, donc c'est-à-dire que ce sont comme des dauphins, des mammifères marins qui ont des dents et que normalement on ne voit pas en milieu côtier. Ce sont des espèces qui sont océaniques, qui peuvent plonger à 3000 mètres de profondeur et qui vont se nourrir principalement de céphalopodes, donc des calmars parfois de très grande taille, puisqu'on peut retrouver dans les abysses des calmars dont la longueur peut dépasser les 15 mètres. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce cachalot fait là sur une plage, en plus dans un mort? Eh bien, c'est la question que se sont posées les scientifiques que vous voyez sur la photo. Ils ont réalisé une autopsie de cachalot. Alors, ils ont bien du courage parce que qu'est-ce que ça pue un cachalot sur une plage? C'est une infection. 4 jours après, même après des douches, vous continuez à puer. Donc, ils ont eu beaucoup de courage et ils ont réalisé l'autopsie. Et ils se sont rendus compte que l'entièreté du contenu digestif, non seulement estomac mais intestin, était rempli de plastique. Donc, vous voyez en blanc les plastiques qui ressortent du contenu digestif qui sont en train de vider. Et vous avez sur la photo de droite un homme d'environ 1,75 m et tout autour les déchets plastiques qu'ils ont étalés sur la plage pendant l'autopsie et juste après. Donc les cachalots aussi semblent se avaler du plastique, alors que ce n'est pas du tout le régime alimentaire favori. Avec pour résultat chez ces animaux un amaigrissement considérable, une occlusion du système digestif, ils n'étaient plus capables de se nourrir correctement. Et au vu de la masse de plastique qu'il y avait dans leur tube digestif, ça ne devait vraiment pas être sympa. Alors, il n'y a pas que en milieu côtier que les plastiques vont s'accumuler. Si on descend un tout petit peu plus bas maintenant, on peut descendre assez bas d'ailleurs avec les nouvelles technologies, puisque ici vous avez sur la photo un sous-marin de quelques mètres, et c'est un sous-marin qui permet de descendre à très très grande profondeur, mais qui ne peut contenir qu'une seule personne. Il ne faut pas être claustrophobe. Alors ce sous-marin qu'on appelle le Deep Sea Challenger, qui fait environ 7 mètres de long, a été conçu pour atteindre des zones extrêmement basses. Et notamment, il a été utilisé pour explorer la fosse des Mariannes. Alors Sylvie vous en a parlé un tout petit peu. Vous avez ici justement la fosse des Mariannes, que vous voyez représentée ici, qui est une zone de subduction, donc rencontre entre deux plaques océaniques. Et c'est la zone la plus profonde sur Terre, puisqu'on est à plus de 10 000 mètres de profondeur. Alors, ce sous-marin, avec le scientifique, enfin, c'était pas un scientifique, c'était Cameron, donc c'est un milliardaire qui s'ennuie, mais il permet justement aux scientifiques de pouvoir accéder à des endroits auxquels nous, on n'accéderait pas. Et ce sous-marin a été construit non seulement pour balader ce milliardaire, mais également pour prendre des photos, et il a des outils de prélèvement. Et ça devient génial. Parce que ces outils permettent, par exemple, de prendre des photos. Vous avez ici une photo qui a été prise sur le chemin en descendant à 10 000 mètres. On est environ à 5 000 mètres. Et à 5 000 mètres, on pourrait se dire, ben voilà, c'est beaucoup trop loin. L'homme n'a même jamais mis une palme à cette profondeur, tellement c'est bas. Eh bien, à 5 000 mètres, bardaf, on retrouve déjà des déchets humains. Ici, une boîte de conserve. Alors, en descendant un peu plus profond, ils ont également pu prélever du sédiment. Donc, ils ont aspiré du sable des grandes profondeurs. Dans ce sable, il y a ce qu'on appelle des amphipodes, que vous voyez là. Alors, ça ressemble à des crevettes, mais ce ne sont pas vraiment des crevettes, c'est des cousines. Et ce sont des petites bestioles d'environ 5 mm à 1 cm, ça dépend un peu lesquelles. Donc des toutes petites bestioles. Et alors les scientifiques se sont demandé ce qu'elles mangeaient. Et c'est beaucoup plus difficile que pour un cachalot évidemment, avec des pinces de dissection, ils ont ouvert le tube digestif et qu'ont-ils trouvé? Des microplastiques. Donc une photo ici. Donc là c'est une fibre synthétique, donc les mêmes fibres que pour certains de vos vêtements. Ce qui veut dire que les fibres synthétiques de vos vêtements arrivent à 10 000 mètres de profondeur, là où l'homme n'a même jamais mis les pieds. C'est ça qui est dramatique en fait. Alors, si on veut conclure un petit peu sur cet exposé qui n'est pas très joyeux, je vous sens un peu déprimé là, les plastiques, macro et microplastiques, ne sont pas que des nuisances esthétiques. Ah oui, c'est moche, soyons clairs.
On les retrouve en forêt, dans les rivières, le long des plages, dans les mers, dans les océans, et maintenant on sait qu'on les retrouve également dans les abysses. Mais ils ont des impacts. Ces impacts sont importants, puisqu'en cas d'ingestion, ils peuvent bloquer le tract digestif. Vous avez vu que certains phoques pouvaient être étranglés, donc phénomène de strangulation. Donc ils occasionnent des blessures internes, des blessures externes. Et là, je ne me suis pas ici étalée, mais ils peuvent également, comme des éponges, ils peuvent accumuler des produits chimiques, ces plastiques. Parce que le plastique a énormément... Pour faire certains types de plastique, il faut énormément de produits chimiques. Ou alors, lorsqu'ils sont en mer, des produits chimiques peuvent s'accumuler. Donc, comme des éponges, ils peuvent également participer au relargage de certains produits chimiques. On pensait aux biphénols et aux phtalates qui ont défrayé la chronique dans les biberons ou dans les jouets pour bébés. Et une fois que ces polluants chimiques sont dans votre organisme, ils peuvent agir comme des hormones. Ce sont des perturbateurs endocriniens, sauf qu'ils n'ont pas la même efficacité que vos hormones et ils peuvent également déséquilibrer votre organisme. Donc que faire? C'est la question qu'on me pose à chaque fois. J'ai envie de dire que tant qu'il n'y aura pas d'accord politique sur la protection, sur les microplastiques comme il y en a sur le climat, etc., on ne pourra pas faire grand-chose, mais déjà à titre individuel, on peut limiter l'utilisation d'emballages, évidemment privilégier les emballages familiaux. On peut utiliser des gourdes, limiter l'usage des bouteilles plastiques, privilégier celles en verre, utiliser des sacs recyclables, des sacs en papier et évidemment trier ses déchets. Ça, c'est à titre individuel votre petite goutte d'eau face à cette problématique qui est gigantesque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions que celles que je vous ai posées, n'hésitez pas.